Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la modélisation vectorielle à correction d'erreurs sous logiciel Views. Donc, la modélisation vectorielle à correction d'erreurs qui est une modélisation assez particulière qui se fait sur des données non stationnaires, donc notamment les données toutes les variables qui doivent être utilisées dans la modélisation sont intégrées d'ordre 1. Donc, vous savez que dans tout projet économétrique, il est important de pouvoir tester déjà la stationnarité des différentes variables avant de se lancer dans le choix de la méthodologie qui sera adaptée en fonction de l'ordre d'intégration. Donc, pour les modèles vectoriels autorégressifs, il est nécessaire que les variables soient toutes stationnaires. Mais néanmoins, il peut arriver que les variables soient toutes intégrées d'ordre 1 ou alors stationnaires en différence première si vous le voulez, et qu'on puisse estimer un modèle var, mais cette fois-ci en différence première, donc puisque la différenciation permet de corriger les problèmes de stationnarité, mais si et seulement si les variables ne sont pas co-intégrées au sens de Johansen, donc, ou alors au sens de Granger, donc s'il s'agit de la relation entre deux variables seulement. Donc, la modélisation vectorielle à correction d'erreur vient donc lorsque on a toutes les variables qui sont intégrées dans le 1 et que le test de co-intégration de Johansen ou alors de Granger, selon le cas, permet de révéler l'existence d'une relation de co-intégration ou alors une relation de long terme. Donc, dans une pareille circonstance, il est important de pouvoir estimer un modèle à correction d'erreur. C'est l'objet de cette vidéo. Et si vous regardez une vidéo pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos. Et un like nous fera également plaisir et aidera la vidéo à atteindre le maximum de personnes possible dans le besoin ou alors dans la nécessité de maîtriser ces techniques économétriques. Alors, d'entrée de jeu, comme je vous l'ai dit, nous allons passer au vif du sujet. Donc, nous avons là une base de données présentant un certain nombre de variables que j'ai juste appelé X1, X2, X3, X4 et Y. Donc, Y, c'est la variable que j'aimerais expliquer. Donc, je vais expliquer, déjà commencer par les tests de stationnarité des différentes variables. Donc, nous avons fait des vidéos sur la stationnarité, mais nous allons y revenir. Donc, par exemple, la variable Y, donc, nous allons l'ouvrir, donc aller dans View, Unit Roof Test, et puis cliquer dessus. Donc, le test par défaut, ici, c'est le test du ticket fuller. Il y a une panoplie de tests, Philippe Perron, KPSS, voilà. Donc, nous allons nous focaliser essentiellement sur le test du ticket fuller. Donc, il y a plusieurs options, Intercept, Trend, Intercept. Donc, ça, c'est la constante et trend, et puis rien du tout, que ce soit constante ou trend. Nous allons garder d'abord l'option Intercept, donc la constante dans notre modèle. Donc, nous allons cliquer sur OK, et donc vous voyez que la série n'est pas stationnaire, du moins si on considère le seuil de significativité de 5% qui est généralement admis en sciences sociales. On peut donc affirmer que notre variable n'est pas stationnaire. Donc, nous allons regarder le test de stationnarité en différence première. Donc, dans l'option de test for unit roof, nous allons sélectionner First Difference et puis cliquer sur OK. Et vous voyez là que la p-value est cette fois-ci inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle de présence de racine unitaire. Donc, la présence de racine unitaire, c'est l'absence de stationnarité. Donc, on rejette cette hypothèse nulle. Donc, notre variable est donc stationnée en différence première. Donc, on peut le faire pour la variable x1 également. Donc, unit roof, first difference, level. Donc, OK. Donc, on voit bien que la p-value est supérieure à 5%. Donc, x1 n'est pas stationnaire. Roof, first difference, on voit qu'elle est stationnée en différence première puisque la p-value est, n'est-ce pas, inférieure à 5% dans le cas présent.
Donc, vous pouvez le vérifier pour les autres variables x2. Donc, je vais déjà vérifier et les autres variables, que ce soit x1, x2 ou alors x3, sont également intégrés dans le 1 ou alors stationnés en différence première. Donc, étant donné que nos trois variables sont stationnées en différence première, donc, il va falloir d'abord faire le test de cointégration pour voir s'il existe une relation de long terme entre nos différentes variables, auquel cas on va estimer notre modèle vectoriel à correction d'erreur. Donc, si nos variables ne sont pas cointégrées, donc il va falloir, n'est-ce pas, estimer un VAR en différence première. Bon, l'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment estimer un modèle à correction d'erreur. Donc, j'ai préalablement vérifié que toutes les variables sont cointégrées et on va essayer de produire la correction d'erreur. Mais nous allons vous montrer les différentes étapes. Donc, la première étape, donc, lorsqu'on veut estimer notre modèle de correction d'erreur, étant donné, bien que nous sachions que nos variables ne sont pas stationnaires et que l'on ne peut pas estimer un VAR normal, nous allons, étant donné que le modèle à correction d'erreur part d'abord d'un modèle vectoriel autorégressif standard, estimer d'abord un VAR, donc on va aller dans Quick, donc estimer l'equation, et puis nos différentes variables sont y, x1, x2, x3 et x4. Donc voilà nos différentes variables, nos 5 variables. Donc, je n'ai pas choisi l'option VAR, donc comme je l'ai annoncé, donc nous aurons des équations, nous allons aller dans Quick, Estimate VAR, donc on va aller dans Estimate Equation, donc on va aller dans Estimate VAR. Donc, nous allons coller notre équation qu'on a coupée tout à l'heure. Donc, le nombre de retards par défaut, c'est 1, 2. Donc, nous pouvons l'estimer sans problème, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, on va faire les tests du nombre de retards optimal parce que comment est-ce que on peut savoir s'il faut, par exemple, estimer un VAR avec 1 retard, 2 retards, 3 retards, 4 retards, 5 retards. Donc, pour pouvoir le savoir, il faut venir faire les tests sur le nombre de retards optimal en venant dans View. Donc, ensuite, la structure, donc la structure des retards, et puis choisir ici Lakeland Criteria. Donc, ici, dans Lakeland Criteria, nous allons cliquer sur OK. Donc, le nombre de retards qu'il faut mettre, donc par défaut, il a mis 3. Donc, il y a des cas où il peut aller jusqu'à 8, donc en fonction du nombre de degrés de liberté. Mais notre base de données n'a pas beaucoup d'observations. C'est pour ça qu'il nous a proposé la valeur par défaut de 3. Donc, nous allons cliquer sur OK. Donc, vous voyez que là, il nous propose d'estimer un VAR en différence première pour les critères de LR, le critère LPE, donc le critère AIC, Archaic Information Criteria, donc il nous propose 3 retards. Le critère de Schwarz, le critère de Annan-Quinn, donc 2 retards. Donc, on a plusieurs critères qui choisissent 2. Donc, la difficulté avec le fait d'estimer un modèle VAR avec un retard réside dans le fait que pour pouvoir estimer notre modèle à correction d'erreur, il va falloir perdre un retard. Donc, on ne peut pas estimer un modèle à correction d'erreur sans retard. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons opter pour cette option d'estimer un modèle avec 3 retards. Donc, estimer. Donc, nous allons choisir ici 3. Donc, puisque vous le constatez ici, le critère de AKIK, AIC, Archaic Information Criteria, nous propose d'estimer avec 3 retards. Donc, 3 retards peut être optimal d'après le critère de Archaic. Nous allons estimer un VAR d'ordre 3, de telle sorte que si il s'avère que nos variables sont co-intégrées, qu'on puisse estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur avec 2 retards, puisque le modèle à correction d'erreur fait diminuer le nombre de retards dans le modèle VAR standard. Donc, vous pouvez aller regarder dans la théorie, vous verrez que si à la base on a un modèle VAR d'ordre P, donc on aura un modèle vectoriel à correction d'erreur d'ordre P-1. Voilà, donc nous allons estimer notre modèle VAR d'ordre 3. Donc, la prochaine étape ici sera de
faire les tests de co-intégration. Tests de co-intégration pour voir s'il existe une relation de long terme, une relation de co-intégration entre nos différentes variables. Donc, déjà dans notre VAR, on peut voir que un carré de notre équation dans l'ordre de 80, 92, 77, 99 pour les deux dernières équations. Donc, on peut regarder le signe de chacune des variables, mais bon, ce n'est pas encore le modèle optimal, étant donné que nos variables ne sont pas stationnaires, on ne peut pas considérer ce VAR en niveau tel que c'est le cas ici. Donc, nous allons aller faire le test de co-intégration. Donc, pour cela, nous allons aller dans View, Co-Integration Test. Donc, Co-Integration Test, donc c'est le test de co-intégration de Johansen. Donc, il y a plusieurs options là. L'option par défaut, celle qui est généralement choisie, c'est celle avec intercept, donc sans constante, la même option qu'on a choisie pour les températures unitaires. Donc, nous allons cliquer sur OK. Donc, vous voyez que le test de rang, le test de la trace nous dit que on a au moins une relation de co-intégration à 5%. Donc, si on considère le seuil significatif de 5%, donc on peut considérer qu'il existe au moins une équation de co-intégration, au moins. Donc, trace test indicate one co-integrating equation at the 5% level. Donc, vous pouvez le voir là. Donc, il donne directement le résultat du test. Le plus bas, on peut voir l'équation de normalisation de nos différentes équations, mais ce qui nous intéresse pour la suite, c'est notre modèle à correction d'erreurs. Donc, étant donné que le test de co-intégration de Johansen vient de nous confirmer la co-intégration, l'existence d'une relation de long terme entre nos différentes variables, nous allons estimer notre modèle à correction d'erreurs. Donc, nous allons aller dans Estimate. Donc, tout à l'heure, on était dans VAR, donc nous allons aller dans Vector Error Correction, donc la deuxième option. Donc, étant donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on part d'un VAR d'ordre P, donc on va estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur d'ordre P-1, donc nous allons estimer un modèle à correction d'erreur d'ordre 2. Donc, 2 retards maximal. Donc, puisque on a pu trouver à les tests du nombre de retards optimal que 3 pourrait être un retard optimal, plausible. Et donc, c'était le seul, donc, d'ailleurs, qu'on pouvait choisir, eu égard au fait qu'il fallait faire une différenciation après. Donc, notre modèle, un retard pour un VAR nous permettrait d'estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur sans retard, ce qui n'est tout à fait pas intéressant en termes d'interprétation. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi notre VAR de 3, donc, qui optimisait le critère d'Akaike. Donc, là, donc, étant donné qu'on a choisi notre VAR de 3, nous allons estimer notre modèle à correction d'erreur de 3, donc, nombre de retard optimal, moins 1, donc on va cliquer sur OK. Donc, on a là les résultats de notre modèle à correction d'erreur. Donc, la première partie de notre estimation représente l'équation de la relation de long terme. Donc, il faut noter que cette équation telle qu'elle est là met en relation Y, X1, X2 et ainsi de suite. Donc, leur valeur est établie en fait. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez vous imaginer qu'ici, ceci correspond à l'impact de X1, ce signe correspond à l'impact de X2, mais figurez-vous que c'est plutôt le signe contraire, donc tel que cela a été conçu sur IVIO, donc ça c'est une équation normalisée, donc toutes ces variables sont dans le même membre de l'équation, de telle sorte que si on envoie X1 de l'autre membre de l'équation, donc ce signe devient positif, donc X1 a un effet positif sur la variable Y, X2 a un effet positif, donc significatif également parce que ici, la valeur de la statistique de Student est supérieure à 1,96, qui est le seuil de significativité à 5% pour une loi de Student, donc en valeur absolue. Donc ici, on a 2,74 qui est bien supérieur à 1,96. Ici, pareil pour X, la variable X2, pareil là. Seule la variable X4 n'a pas d'effet significatif à long terme. Donc, à long terme, on a la variable X1 qui a un effet significatif et positif. Donc, je vous l'ai dit, le coefficient s'interprète en termes d'opposé. Donc, significatif et positif sur X1. Donc, la variable X2 a un impact significatif et négatif. Donc,
T de student supérieur à 1,94 en valeur absolue. Pareil ici, signe significatif et impact positif. Donc, cette variable n'est pas significative, mais on peut voir là que l'impact sera négatif pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, on a la relation de long terme qui n'est rien d'autre que la relation de co-intégration. Donc, à long terme, on peut voir que la variable x1 a un effet positif sur la variable d'intérêt y. La variable x2 a un effet négatif, la variable x3 a un effet positif. Donc, la variable x4 est sans effet à long terme. Donc, les effets à court terme, donc on peut voir là que notre terme à correction d'erreur, bon, là, dans ce cas, les coefficients sont interprétés en fonction du signe observé. Là, donc, on interprète le sens inverse comme c'était le cas pour la relation de long terme, étant donné que ici, on a une équation normalisée. Donc ici, on a la relation entre la valeur différentielle et la variable y, donc, étant donné qu'on est dans le modèle de la correction d'erreur et que les variables sont intégrées d'ordre 1. Donc, comme combinaison linéaire des valeurs différenciées retardées de la variable y et des autres variables également. Donc, le terme à correction d'erreur est significatif et négatif, donc garantissant ce qui garantit l'existence d'un mécanisme à correction d'erreur. Donc, temps nécessaire pour l'ajustement est de 1 divisé par la valeur absolue de ce terme à correction d'erreur de 1,86, donc approximativement 1 an et quelques. Donc, en cas de choc qui pousse une variable à prendre des valeurs de plus en plus élevées, donc il y a un mécanisme à correction d'erreur qui va s'opérer pour pouvoir ramener la variable dans son équilibre de long terme ici. Voici, donc voici l'équation de long terme. Donc, à court terme, on peut voir que la valeur retardée de la variable d'ordre 1 n'impacte pas significativement, mais la valeur retardée d'ordre 2 a un impact significatif puisque la valeur de crochet, qui est le T de student, est en valeur supérieure à 1,86. Donc, nous allons voir que la variable x1 n'a pas d'effet significatif à court terme. Pareil pour la variable x2. Donc, puisque toutes les valeurs de la statistique de student pour toutes les valeurs retardées sont inférieures à 1,96. Pareil, par contre, pour la variable x3, donc valeur retardée de x3 de 2 a un effet négatif et significatif, donc T de student supérieur à 1,96. Bon, la variable x3 a un effet significatif négatif sur la variable d'intérêt y. Donc, la variable y4 n'a pas d'effet à court terme également, pareil pour l'effet à long terme. Donc ici, on peut voir par exemple, si on regarde la relation de long terme, que la variable x1 a un effet significatif à long terme et positif. Par contre, dans le court terme, l'effet de la variable x2, même si x1, même si elle n'est pas significative, est plutôt négatif. Donc, à court terme, impacte négativement si elle était significative, mais à court terme, a un effet positif. La variable x2 n'a pas d'effet. Prenons le cas de la variable x3 qui a par exemple un effet significatif positif à long terme. Mais lorsqu'on regarde la relation de court terme pour notre x3, donc ce x3 est donc significatif et négatif à court terme. Donc, x3 est significatif et négatif lorsqu'on regarde la relation de court terme. Donc, comme tous les autres modèles métriques, il y a ici le modèle vectoriel à correction d'erreur. Donc, on peut vérifier des éléments a posteriori sur les résidus, notamment la normalité, l'autocorrélation. Donc, on peut aller dans View, Residual Diagnostic. Donc, on peut par exemple regarder ici le test d'autocorrélation. Il y a le test de porte-manteau, donc porte-manteau autocorrelation test. Donc, nous pouvons choisir là, pour 3 retards. On peut voir là que certaines valeurs n'affichent pas de probabilité, mais le retard de 3 affiche une probabilité de 0 supérieure à 5% de toutes les façons. Donc, l'hypothèse mieux du test d'autocorrélation, c'est la non-autocorrélation.
Ici, la plus-value est supérieure à 5%, donc on rejette l'hypothèse nulle, le non-autocorrélation, ça veut dire qu'il y a un problème d'autocorrélation. On peut également aller dans Residual Diagnostic, donc il y a un problème d'autocorrélation dans le modèle, ce qui fait que le modèle n'est pas bon, mais bon, c'était juste un cas d'école. En normalité, donc pour les skis, OK, donc le test pour de normalité est composé du test pour le skewness et le kurtosis. Donc pour skewness, on voit que toutes les composantes, les trois premières composantes sont normales, donc puisque les plus-values sont supérieures à 5%, dans les deux autres composantes. Mais globalement, notre modèle ne suit pas une loi normale, donc d'après le skewness, kurtosis, on peut voir que d'après le test de kurtosis, la plus-value est supérieure à 5% globalement et puis toutes les composantes à part la deuxième composante. Mais globalement, on peut voir que la statistique, notre modèle a une loi non normale, donc puisque étant donné que la plus-value ici est inférieure à 5%, donc on ne peut pas dire que nos résidus suivent une loi normale. Donc, le dernier test qu'on peut regarder sur le diagnostic des résidus, c'est celui de l'hétérocédacité. Donc, l'hétérocédacité, dans la dernière option, nous allons regarder plutôt celui de 100 constantes. Donc, on voit là que le résultat donne une plus-value de plus de 50%. Donc, l'hypothèse du test, c'est l'hétérocédacité. Donc, le test, c'est la constante de la variance. Donc, on rejette l'hypothèse nulle du test d'hétérocédacité. Donc, ça veut dire que la variance de notre terme d'erreur est constante. Donc, ce qui est une bonne chose. Donc, on a nos erreurs qui sont bien homocédaciques. Donc, après avoir estimé notre modèle vectoriel de correction d'erreur, nous avons montré comment faire les tests du diagnostic des résidus. Donc, l'accent étant mis beaucoup plus sur la procédure, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut estimer un tel ou tel autre modèle. Donc, au terme de cette vidéo, nous explorerons que vous soyez capable de pouvoir savoir quelles sont les conditions dans lesquelles estimer un modèle à correction d'erreur, quels sont les différents tests à faire a priori et même a posteriori pour pouvoir valider le modèle et quelle est la procédure exacte pour pouvoir estimer le modèle vectoriel à correction d'erreur. C'était donc tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous sera utile et qu'elle vous permettra, n'est-ce pas, de vous améliorer. Et si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines publications. Et c'est là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous dans de nouvelles aventures.